plein phare sur le mondial de l'automobile. Voilà, on se retrouve porte de Versailles à Paris pour cette édition 2012 du mondial. Nous sommes en direct, mais vous y êtes maintenant habitués, tous les jours jusqu'au 14 octobre entre 10 et 16 heures. Et nous sommes bien entendu sur le stand de l'ASFA dans le pavillon 2.2. Alors depuis ce matin, plein phare sur les sociétés d'autoroutes et nous allons évoquer plus particulièrement durant ce quart d'heure l'historique et le développement des autoroutes. Avant cela, dans l'actualité du mondial de l'automobile, ce sont aussi les difficultés de la filière industrielle automobile et la tension notamment qui règne autour de PSA. Arnaud Montebourg était présent ce samedi ici au parc des expositions de la Porte de Versailles. Et à noter que la réunion tripartite prévue le 25 octobre entre l'État, la direction de PSA, Peugeot, Citroën et les syndicats s'articulera autour de 3 questions. La pertinence de l'alliance avec General Motors, la disparition de plusieurs lignes de production et la nécessité de réindustrialiser ou pas les sites qui seront abandonnés. Des précisions données par Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif ce dimanche. Arnaud Montebourg précisait que la problématique, c'est de relancer Peugeot. 8000 postes de salariés sont en jeu. La voiture du jour, parmi la centaine de nouveautés présentées cette année au Mondial, la rédaction d'Autoroute Info a choisi de vous présenter aujourd'hui la nouvelle Ford Mondeo. Florent Collange. Avec sa nouvelle calandre inspirée d'une Aston Martin, cette Ford Mondeo dernière génération attire le regard. Ici à Paris, la belle américaine profite du salon pour nous dévoiler ses charmes en première mondiale. Jean-Luc Gérard, directeur général de Ford France. Au premier coup d'œil, je crois que c'est une grande fluidité de ligne, beaucoup de caractère, une voiture qui est véritablement très innovante en termes de dessin. Toutes les parties sont travaillées, mais pas de pro, qui a un arrière fuyant, qui est très léger et une voiture qui a une véritable présence sur le stand en tous les cas. Jean-Luc Gérard, on monte à bord ? On monte à bord, allons-y. Donc nouvel aménagement intérieur, beaucoup d'espace à l'intérieur. C'est une voiture extrêmement spacieuse. Nouvelle planche de bord avec un nouveau code graphique et du travail sur les surfaces, mais qui reste extrêmement précis au niveau des ajustements. Et un gros travail a été fourni sur la qualité de la présentation, non seulement la qualité des matériaux, mais la qualité des ajustements et la mise en œuvre des différentes parties qui composent le tableau de bord, mais également les panneaux de porte. Au niveau équipement sécurité ? Alors au niveau équipement, beaucoup de nouveautés. Alors au niveau de la voiture communicante, cette voiture est équipée de l'équipement Sync qui permet, avec des commandes vocales extrêmement développées, donc de commander beaucoup de fonctions à l'aide de commandes vocales. Ensuite, vous avez sur cette voiture tout un package de sécurité tout à fait impressionnant avec 9 airbags, avec bien sûr tous les équipements que l'on peut trouver aujourd'hui sur les voitures telles que le SP. Mais par exemple, cette voiture est équipée d'un régulateur de vitesse adaptatif en fonction de la vitesse, etc. etc. Donc des équipements de sécurité qui améliorent la sécurité active, mais également tout ce qui concerne la sécurité passive, bien sûr. Autre nouveauté, sous le capot, on trouvera en entrée de gamme un petit moteur 3 cylindres, 1 litre de turbo de 125 chevaux. Commercialisation prévue fin 2013. Et tout de suite, plein phare sur les sociétés d'autoroutes. Jean-François Giraud, bonjour. Bonjour Stéphane. Présentez-nous votre invité. Bonjour Jean Mesqui, vous êtes délégué général de l'ASFA. Merci d'être venu sur notre plateau. On parle avec vous de l'histoire des autoroutes. Et c'est triste à dire, mais cette histoire débute au début du XXe siècle, sous le joug de 2 dictateurs tristement célèbres, Hitler et Mussolini. Et Jean-François, je vous interromps tout de suite pour une information trafic depuis Dijon. Oui, priorité à la sécurité puisqu'on signale apparemment un piéton qui se déplacerait le long de l'autoroute A6 dans le secteur de Mâcon en direction de Paris. Il a été aperçu dans le secteur de Mâcon et de Mâcon Sud précisément au niveau de la sortie 29 vers le kilomètre 391. Donc attention à ce piéton, il faut bien serrer à gauche dans ce secteur de l'autoroute A6 direction Paris au niveau de la sortie 29 pour Mâcon Sud. C'est dans le département de la Saône-et-Loire. Information à suivre sur Autoroute Info. Donc retour ici à Paris avec Jean Mesqui, délégué général de l'ASFA. Je vous le disais, on parle avec vous de l'histoire des autoroutes. Et cette histoire qui commence au début du XXe siècle avec 2 précurseurs tristement célèbres, Hitler et Mussolini. C'est finalement en Italie, sous le fascisme, qu'a débuté cette histoire des autoroutes. Oui, effectivement, on peut le voir comme ça. C'est en Italie et en Allemagne que ça a commencé, mais ça a été repris en France aussi dans les années 30, puisqu'en 1936 a été mise en chantier et inaugurée la première autoroute française, qui était l'autoroute de l'Ouest, celle qui traversait le parc de Saint-Cloud. Et donc cette autoroute est restée la seule jusqu'à la fin des années 50, puisque c'est en 1955
que le gouvernement de l'époque se dit quand même, on est les seuls à ne pas avoir d'autoroute. Peut-être que ça serait bien qu'en France, il y en ait aussi. On va quand même s'arrêter au tout début en France, en 1936, ce tout petit tronçon du côté de Saint-Cloud. Pourquoi il a été créé à l'époque? Comment ça s'est passé? Il a été créé, c'était déjà une époque de relance. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les années 36, c'était une époque difficile au niveau économique. Et il y a des tas de chantiers de relance qui sont partis. Il y en a un qui est très connu, pas loin d'ici, qui est le Trocadéro. Pas loin d'ici, enfin, c'est à Paris, disons. Et l'autoroute de l'Ouest, ça a été le premier chantier qui a été lancé. C'était donc une sortie de Paris. On rêvait à l'époque d'aller en Normandie avec l'autoroute, c'était pour aller à Deauville. Mais il n'y a que ce petit tronçon, qui était un tronçon difficile d'ailleurs, parce que traverser une forêt, aujourd'hui, ça serait vraiment très très difficile. Et on a construit aussi le tunnel de Saint-Cloud à cette époque. 1955, avec une loi qui est votée et qui est le vrai démarrage de la construction des autoroutes en France. Oui, parce que le gouvernement, enfin l'État français n'avait pas vraiment les moyens d'entretenir et de construire, d'entretenir à la fois un réseau routier qui était très très important, qui atteignait à l'époque plus de 2 millions de kilomètres, et de construire un réseau neuf d'autoroutes. Et donc, l'État français a décidé de faire un peu comme l'Italie l'avait fait, c'est-à-dire de recourir au péage. C'est une ressource affectée. L'utilisateur paye pour la construction et l'entretien de la route qu'il prend. Et donc, c'est là que débute en 1955 par une loi qui autorise l'utilisation du péage pour construire les autoroutes. Et c'est ainsi que naissent les concessions autoroutières que l'on connaît d'ailleurs toujours aujourd'hui. Voilà, donc un certain nombre de concessions naissent. La première, c'est Escota, c'est-à-dire l'autoroute de la Côte d'Azur. La deuxième à naître va être SAPN, c'est-à-dire Paris-Normandie. SANEF, né dans les mêmes années. Et puis, rapidement, vont apparaître les deux autoroutes de la vallée du Rhône, autoroute qui s'appellera plus tard autoroute du sud de la France et autoroute Paris-Rhin-Rhône. Entre les années 50 et les années 80, c'est le grand développement du réseau autoroutier en France. On passe de quelques centaines de kilomètres d'autoroute à plusieurs milliers de kilomètres. Oui, écoutez, c'est pas difficile. En 60, c'est à peu près 50 km d'autoroute. 10 ans après, en 70, c'est le millier de kilomètres d'autoroute. En 70, il y a la jonction entre Paris, Lyon et Marseille qui est inaugurée par le président Pompidou. Et à partir de 70, on recourt à de nouvelles sociétés. De nouvelles sociétés sont créées pour booster la construction de kilomètres d'autoroute. Ça va se développer comme ça, mais arrive la crise de l'énergie, la première crise, et puis la deuxième, qui vont entraîner un renchérissement de l'essence et puis une augmentation du prix des travaux. Et donc là, on va avoir une situation de crise qui ne va se résoudre que dans les années 86. Donc 86, puisqu'on a une relance à nouveau de l'économie par une diminution du prix de l'énergie. Et donc pendant tout ce temps-là se développe le réseau autoroutier un peu au rythme de ces crises, avec une très grande période de relance qui est les années 90. Alors justement, les années 90, c'est le temps où certaines sociétés concessionnaires d'autoroutes se passent sous la direction d'autres sociétés plus grandes. Il y a finalement une sorte de fusion qui s'opère. Oui, effectivement, parce que, mais là c'est plutôt l'arrière-boutique financière qui joue. C'est-à-dire que les sociétés ont besoin de mettre sur la table des montants très importants en termes d'investissement. Il faut tout de suite apporter les capitaux nécessaires pour construire les autoroutes et le remboursement ne vient que très progressivement. Donc on a besoin d'appuyer les sociétés les plus petites sur des sociétés plus grosses qui puissent leur apporter cette trésorerie. Donc c'est à cette époque-là que se créent les trois grands groupes autoroutiers. Les petites sociétés étant absorbées par les grandes sociétés, l'ensemble étant des sociétés publiques avec une société privée à côté qui est Ecofiro. Et puis arrivent les années 2000, le milieu des années 2000 avec vraiment la privatisation des autoroutes et même leur entrée pour certaines d'entre elles sur le marché boursier. Oui, ça a été une très grande évolution puisque en 2000, on modifie en fait les règles de comptabilité des sociétés d'autoroutes qui étaient complètement dérogatoires pour qu'elles deviennent des sociétés finalement normales, un peu des sociétés comme toutes les autres. Et puis, dans une période où l'État avait besoin d'argent, en 2006, le gouvernement Villepin décide de privatiser les autoroutes après que le premier
la première impulsion était donnée sous le gouvernement Jospin en 2002. Donc on a vraiment les deux tendances politiques qui ont un petit peu apporté leur pierre à l'édifice. En 2006, donc les sociétés sont privatisées, les 3 grands groupes de sociétés, et donc maintenant plus de 90% des sociétés sont privées. Rapidement, Jean Mesqui, le temps passe très vite. On évoque l'avenir pour ces autoroutes. À quoi elles vont ressembler dans 5 à 10 ans ? Comme les clients peuvent s'en apercevoir, les autoroutes deviennent de plus en plus technologiques, même si c'est un ruban de bitume. On voit bien, ne serait-ce qu'au franchissement du péage, que maintenant on a des automates de plus en plus développés. On a le télépéage qui fait son apparition, mais de plus en plus ce sont les voitures qui se modifient. Les voitures par ce qu'on appelle les ITS, tous les systèmes de navigation intelligents qui sont embarqués dans les voitures. On a donc beaucoup de communication entre les voitures, le sol, entre les voitures et les voitures. Et donc c'est une autoroute intelligente qui s'avance. Ce sont des autoroutes intelligentes qui se construisent aujourd'hui et qui s'exploitent. Merci beaucoup Jean Mesqui d'avoir répondu à nos questions. C'est à vous Stéphane Charoyer. Merci messieurs d'avoir feuilleté cette page d'histoire de nos autoroutes françaises. Avant de terminer, gros plan sur le succès de Coyote qui a les dents longues. C'est la minute de l'économie d'Emmanuel Albisser. Les nouvelles lois qui réglementent les désormais assistants d'aide à la conduite n'y ont rien changé. L'ex-avertisseur de radar Coyote continue de trouver son public. Fabien Pierlot, vice-président de Coyote, est très satisfait du lancement du dernier produit conçu d'après les nouvelles normes. On en est à plus de 100 000 produits en 3 mois. On n'a jamais fait ça sur un produit Coyote en lancement depuis 2006. Donc on est rassuré d'une part et d'autre part très confiant. 1 700 000 utilisateurs à ce jour. La communauté pourrait encore augmenter avec l'arrivée en première monte de Coyote sur les futurs Renault Zoé et Clio. Un nouveau produit mystérieux, moins cher, sera également commercialisé avant l'été et Coyote, dont l'appétit semble sans fin, devrait proposer en 2013 de l'information trafic. Fabien Pierlot. Il faut savoir qu'un boîtier, ça communique toutes les minutes une latitude, une longitude, un cap, une vitesse et une voie. Ça veut dire qu'en gros, à un instant T, je sais qu'un utilisateur A roule sur le périphérique et qu'il roule à 50 ou à 30 ou à 10 km/h. Pour l'instant, on propose la donnée brute. Demain, on a l'ambition de faire du GPS avec du trafic dedans. Autre ambition, conquérir l'Europe. Lancé en France en 2006, Coyote n'a jusque-là pas vraiment réussi à percer en dehors de nos frontières. Plein phare sur les sociétés d'autoroutes, ça continue dans 3 quarts d'heure. À 14h, nous évoquerons en effet des services autoroutiers. En attendant, je vous rappelle la question du jour. Vous sentez-vous plus en sécurité sur autoroute que sur le réseau secondaire? Vous pouvez continuer à nous suivre sur la fréquence 107.7 FM, sur le site internet de la radio www.autorouteinfo.fr et sur les réseaux sociaux.